Bonjour Christophe Bonnet. Bonjour. Christophe Bonnet, professeur de finance à Grenoble École de Management. Christophe Bonnet, auteur de C'est la faute des actionnaires, fausses croyances et vrais débats. Édition PUF, un ouvrage qui nous permet de parler de manière apaisée de la finance. Finalement, pourquoi elles impriment ces croyances? Pourquoi ça marche, ces croyances? Pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser? C'est ça que vous travaillez. D'accord. Alors peut-être je reviens sur ces 4 croyances très rapidement. Les 15% d'abord. Voilà, alors les 15% évidemment, c'est vrai que ça a été martelé, surtout à une époque, notamment par la presse économique, il faut bien le dire. Alors d'une part, c'est contraire complètement à la théorie financière qui nous dit que l'espérance de rentabilité dépend du risque, donc les investisseurs vont ajuster leur espérance de rentabilité au risque, donc ça va fluctuer, ça peut être plus que 15%, c'est souvent beaucoup moins. Et après, quand on regarde les observations empiriques, il n'y a aucun indice que cette exigence existerait. Le fameux ROE, Return on Equity, comptable, il est plutôt autour de 10% en moyenne sur longue période, il est très variable. La rentabilité des marchés d'actions sur le long terme, elle est plutôt autour de, on va dire en France, autour de 7%, mais avec d'énormes fluctuations selon les époques. Les attentes exprimées par les actionnaires quand on leur demande, mais vous espérez combien de vos investissements dans les années qui viennent? En gros, il y a eu beaucoup d'enquêtes en France, aux États-Unis, c'est plutôt de l'ordre de 9-10% pour les particuliers et de 5% pour les professionnels, qui sont un peu plus réalistes peut-être. Donc voilà, c'est un peu mystérieux, mais ça continue un peu à percoler dans le débat. Bon, mais ça n'existe pas en fait. C'est un mythe. C'est pas enseigné dans les écoles de commerce en plus, je peux vous le dire. Le mythe des 15%, voilà. Qui serait aussi le mythe du court-termisme. Alors ça aussi, oui, le mythe du court-termisme. Alors, il y a bien sûr des actionnaires... Comment imaginer que l'actionnaire serait court-termiste quand on parle d'Air Liquide, par exemple, dans l'ouvrage? C'est ça, voilà. Ouais. Il y a bien sûr des actionnaires court-termistes. Il y a des actionnaires qui gardent très peu de temps leurs actions. Voilà. Mais l'idée fausse, c'est de dire, voilà, tout le système est court-termiste. Ouais. Ça, si vous voulez, c'est vraiment pas avéré par les faits et par la recherche. Déjà, si on regarde les plus grandes entreprises cotées en termes de valeur, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est des gens comme L'Oréal, LVMH, Air Liquide. Aux États-Unis, Apple, Microsoft, est-ce qu'on peut vraiment dire, sérieusement, que ce sont des sociétés qui sont court-termistes? Elles investissent depuis des décennies, elles sont leaders sur leur marché, donc elles voient à long terme, si vous voulez. Alors, premier point. Deuxième point, ça veut dire qu'on peut résister même à des actionnaires qui auraient des visées court-termistes. Voilà. Les actionnaires sont très variés. Deuxième point, si c'était le cas, les entreprises investiraient de moins en moins, et aurait de moins en moins de trésorerie, parce que l'idée c'est que l'actionnaire pompe, il est avide, il pompe l'argent et il détruit l'entreprise. C'est pas le cas, puisque l'investissement, alors en termes corporels, il baisse dans certains pays, mais si on rajoute la R&D et les dépenses incorporelles, il ne baisse pas tendanciellement sur plusieurs décennies. La trésorerie des entreprises, elle ne baisse pas. Et puis enfin, sur les marchés financiers, les études montrent qu'il n'y a pas plus d'investisseurs court-termistes qu'avant, en fait. La majorité des investisseurs gardent leurs actions plus de 3 ans aux États-Unis, par exemple. Et puis, il y a tout le marché du capital risque aussi qui a complètement explosé. En France, les montants investis dans les startups, de la French Tech notamment, se sont multipliés par 6 en 20 ans, si vous voulez. Les startups, c'est des entreprises très risquées qui vont être bénéficiaires au mieux pas avant 3, 4, 5, 10 ans. Donc, c'est du long terme. Donc, c'est du long terme. Et puis, dividendes et rachats d'actions. Alors là, sur les dividendes, évidemment... Là, on est quasiment à la une de nos quotidiens, là. Dividendes et rachats d'actions. Oui. Alors, déjà, l'idée qui n'est pas évidente à comprendre, c'est vrai que c'est pas facile, finalement, c'est que le dividende et le rachat d'actions aussi, d'ailleurs, n'enrichissent pas l'actionnaire, parce qu'en fait, c'est un transfert. Si j'ai une entreprise qui vaut 10 millions d'euros, dont 1 million de trésorerie, d'accord, j'ai un patrimoine de 10, d'accord. Et puis, si elle paye 1 million de dividendes, je reçois ce dividende, mais l'entreprise ne vaut plus que 9. Donc, je ne me suis pas enrichi. Donc, en fait, c'est le profit, c'est le bénéfice qui lui est taxé, qui enrichit l'actionnaire, pas le dividende. Le rachat d'actions, c'est un peu pareil. Le rachat d'actions, c'est le fait que les entreprises rachètent leurs actions à leurs actionnaires pour les annuler, mais c'est pareil, il y a une sortie de trésorerie, donc l'entreprise vaut moins après qu'avant. Et autre grande idée sur dividendes et rachats d'actions, c'est le fait qu'elle nuirait à l'investissement. Ce que montre la recherche, encore une fois, c'est que, même si on peut toujours trouver des contre-exemples, évidemment, mais dans la grande majorité des cas, la décision de distribuer des liquidités aux actionnaires, elle vient après la décision d'investissement. Donc, le dirigeant d'entreprise, c'est logique, il est en concurrence, il essaie d'investir pour développer son entreprise,
Et s'il reste de l'argent après qu'il a investi, il va payer les dividendes, il va racheter ses actions. Et souvent, les gros rachats d'actions sont faits par des entreprises qui sont grandes, très rentables, type CAC 40 pour certaines, qui ont tout à fait les moyens d'investir et de payer les dividendes ou de racheter leurs actions. Ça fait de l'audience. Voilà, donc après le fonctionnaire, l'étranger, le chômeur, nous avons un nouveau bouc émissaire, l'actionnaire. Voilà, c'est le méchant. Voilà, c'est le méchant. C'est la faute des actionnaires. Fausses croyances et vrais débats, édition PUF. Merci Christophe Bonnet. Merci.